Savez-vous lire les messages que l'univers a soigneusement laissés pour vous dans votre thème natal ? Alors peut-être pas, car on ne pense pas toujours à consulter cette messagerie extraordinaire et pourtant, elle est à portée de main depuis votre naissance. Le zodiaque est un outil fabuleux légué par les anciennes civilisations et il fonctionne un petit peu comme une notice d'information personnalisée, regorgeant d'indications précieuses pour que votre vie se déroule au mieux. Imaginez, 360 messages personnels vous sont délivrés à travers les 360 symboles sabiens, vous guidant ainsi vers une compréhension plus profonde de votre chemin de vie. Alors ces symboles révèlent vos étapes de construction et votre processus d'individuation, vous aidant à naviguer dans les complexités de l'existence avec une sagesse ancestrale. Alors pour comprendre l'origine des degrés sabiens, il est important qu'on clarifie un petit peu leur provenance et de saisir comment ils nous sont parvenus, ainsi que les traditions dans lesquelles ils s'inscrivent. Les degrés zodiacaux remontent à des millénaires avant notre ère. On les appelle monomères ou degrés monomériques parce qu'ils sont associés à des images symboliques pour chaque degré. Donc leur origine supposée est thébaïque, datant d'environ 1000 ans avant notre ère. Le mot monomère vient de monoméria qui se traduit par destin individuel et il est synonyme de myriogénésis ou génération multiple. Donc ces termes ont été utilisés par Scaliger, qui est un philosophe franco-italien du XVIe siècle, dans son traité Myriogénésis, qui traite essentiellement de l'influence des degrés du zodiaque. Cependant, bien que les degrés thébaïques soient souvent attribués à l'Égypte ancienne, malheureusement, il existe des débats sur leur authenticité et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas remettre en question le zodiaque de Dendera qui a été retrouvé dans le temple d'Hathor, qui est un bas-relief et qui représente la voûte céleste. Cependant, ces représentations étaient principalement utilisées pour marquer les constellations et illustrer des connaissances astronomiques plutôt que pour l'astrologie. Donc les Égyptiens avaient leur propre système de mesure du temps qui était principalement basé sur les cycles lunaires et les mouvements des étoiles fixes, mais pas vraiment sur les signes du zodiaque. En tout cas, il n'y a aucune preuve à ce jour, ni archéologique ni historique, confirmant l'utilisation du zodiaque à des fins astrologiques et encore moins des degrés thébaïques dans leur pratique astrologique. Il faut bien faire attention que le calendrier thébaïque publié par Johann Engel en 1488 est souvent cité comme une source de référence, mais il reflète davantage des traditions ésotériques médiévales européennes, car à cette époque, ces traditions servaient à légitimer leurs travaux en intégrant des éléments symboliques et mythologiques qu'ils croyaient être en lien avec l'Égypte ancienne, mais sans preuve archéologique ou historique. Donc selon Volgin, le seul texte valable reproduit dans le calendrier thébaïque est celui d'Auger Ferrier, qui est un médecin astrologue du XVIe siècle, qui n'a rien à voir avec Thèbes. De plus, les interprétations basées sur ces degrés nécessitent des ajustements constants en raison de la précession des équinoxes. Donc, nous retiendrons que sans preuve directe, les degrés thébaïques n'ont que le nom qui les relie à l'Égypte, mais aucune origine thébaïque jusqu'à ce que nous ayons des preuves tangibles du contraire. Alors, petite précision, Johann Engel est un astrologue allemand du XVe siècle et pour Volgin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est celui qui a édité les revues astrologiques et donc c'est un astrologue du XXe siècle. On reprend.
En revanche, la contribution des Babyloniens ne fait absolument aucun doute, ainsi que l'intégration de savoirs persans et égyptiens d'ailleurs dans les traditions gréco-romaines, mais selon les travaux de Maninus dans son poème didactique Astronomica, que je vous invite à lire d'ailleurs, décrivant les constellations, les signes et les maisons, il confirme bien les connaissances gréco-babyloniennes. Donc les sections de Sphera Barbarica dans les traités latins incluent les influences babyloniennes et perses qui sont extrêmement bien documentées, mais l'inclusion de l'astrologie égyptienne telle que les degrés thébaïques est plus une interprétation ésotérique médiévale qu'une réalité historique confirmée. Alors maintenant on va s'orienter sur l'astrologie hindoue qui a développé sa propre interprétation des degrés zodiacaux avec des racines bien documentées dans les traditions védiques de l'Inde ancienne, et ce système utilise les nakshatras qui divisent le zodiaque en 27 segments de 13 degrés 20 chacun, et chaque nakshatra est associé à des significations symboliques et des divinités spécifiques. De plus, ils introduisent la notion de degré fatal du zodiaque, dont on en parlera plus tard, mais on a gardé toujours une trace dans l'astrologie moderne. Donc voici un petit exemple dans le Bharani Nakshatra, qui est guidé par Yama, le dieu de la justice et de la mort. Le deuxième pada, pada étant un segment, est associé à des qualités de patience, de persévérance et de stabilité. Donc les personnes nées sous ce pada sont souvent dotées d'un fort sens de la justice et de la capacité à surmonter des défis de la vie avec détermination. Voilà un petit peu comment se présente un pada, et si j'ai voulu vous en parler, c'est parce qu'on retrouve leurs traces indirectement dans l'œuvre La Volasfera, qui est attribuée à tort à l'occultiste Antonio Borelli ou Antonio Bonelli. Il y a une certaine confusion avec l'orthographe de son nom et d'ailleurs avec d'autres auteurs. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Cépharial, astrologue anglais du 19e siècle, va traduire et populariser en Occident ces degrés symboliques qui ont été repris par l'astrologue du 20e siècle, Jeanne d'Uzéa, plus communément appelé Jean d'Uz, et qui est fondateur du Centre d'études astrologiques de France d'ailleurs. Mais les travaux de Jean d'Uz, qui sont bien sûr très précieux, posent des problèmes en raison de la précession des équinoxes. Cette précession entraîne un décalage progressif des positions des étoiles fixes par rapport au degré du zodiaque tropical de l'époque. Donc les associations symboliques qu'il a réalisées ne sont pas nécessairement fausses, mais ont besoin d'être réajustées pour que chaque degré soit réaligné à la position actuelle de l'étoile fixe, car sinon les interprétations deviennent progressivement obsolètes. C'est d'ailleurs ainsi que Volgin, qui est l'astrologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ses cahiers astrologiques, notamment le numéro 141 de l'année 1969, dénonce les imprécisions en soulignant qu'il y a bien d'autres monomères douteux chez Jean d'Uz, notamment pour le degré 3 du Sagittaire, le 30e degré du Capricorne, les 1er et 29 degrés du Verseau et plusieurs degrés des Poissons. Donc si vous les utilisez, bien les recalculer. Alors, Volgin valorise beaucoup les degrés de Charubel, un occultiste gallois du 19e siècle qui a basé ses degrés, lui, sur des visions psychiques, ce qui est le cas aussi des degrés sabiens. Cependant, l'interprétation et la structuration des degrés de Charubel sont plus utilisées à des fins académiques et spirituelles qu'à une application du grand public. Alors c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses recherches et interprétations des degrés du zodiaque, en plus de celles que j'ai citées, comme Adriano Carelli, Walter Hansen, Kosminski, Franz Bardon, Elias Lonsdal. Et bien que tous ces travaux soient très intéressants, on ne peut pas dire que tous ont résisté à l'épreuve du temps et certains ne sont quasiment plus utilisés. C'est pourquoi nous allons nous centrer sur la réalisation de Mark Edmund Jones, qui a cherché à développer un système combinant
intuition et structure symbolique. C'est un système que j'apprécie beaucoup parce qu'il a été réorganisé par Dan Rudhyar, ce qui a permis de les intégrer sous forme de messages archétypiques à forte valeur psychologique dans l'astrologie moderne afin d'un petit peu enrichir notre compréhension de nous-mêmes. Et c'est l'histoire que je vais vous conter ici, celle d'une rencontre surprenante pour une lumineuse révélation. Madame Elsie Wheeler, clouée à son fauteuil roulant depuis l'âge de 3 ans à cause d'une arthrite sévère, a passé une grande partie de sa jeunesse et de sa vie adulte dans des institutions spécialisées. Nous sommes au début du 19e siècle et sa vie, marquée par de nombreuses épreuves, y compris la perte de ses parents et de plusieurs proches durant son enfance, la pousse à développer des capacités psychiques assez exceptionnelles. Devenue une médium très respectée, elle déménage dans les années 20 à San Diego, où elle vit avec un homme décrit comme étant son oncle. De l'autre côté du pays, Mark Edmund Jones grandit dans une famille ordinaire et à 17 ans, il décide de quitter l'école secondaire pour se lancer en affaires. Après avoir occupé divers postes, il entame une carrière dans la rédaction et la publication de scénarios pour Western Electric, où il travaille pendant une dizaine d'années avant de démissionner à l'âge de 25 ans. Le décès de sa mère le mène à rencontrer l'occultiste Colville et ensemble, ils vont explorer le monde spirituel et Mark Edmund Jones s'y implique de plus en plus. En 1922, après la guerre, Mark fait un virage radical vers l'astrologie. Connu sous le nom de The Kabbalist, il rejette l'astrologie populaire et commence à développer ses propres outils astrologiques, incluant la Kabbale hébraïque. Donc il va fonder l'Assemblée Sabian, une communauté dédiée essentiellement à l'étude astrologique, et Mark choisit le terme Sabian en s'inspirant des Sabéens, qui sont une ancienne culture réputée pour leur sagesse mystique et leur pratique astrologique, afin de conférer une dimension sacrée et mystique à cette assemblée. D'ailleurs, la ville de Haran, qui était un centre important pour les Sabéens, servait de carrefour pour les connaissances astrologiques et mystiques, vont énormément influencer Edmund Jones. C'est en référence à cette idée qu'ils font l'Assemblée Sabian afin d'y intégrer les principes de la Kabbale et le cœur des traditions hermétiques qu'il a voulu transmettre dans tous les outils astrologiques qu'il a développés, y compris les degrés sabiens. C'est dans ce cadre qu'il rencontre Elsie Wheeler en 1925 et Dan Rudhyar nous raconte d'ailleurs dans son livre Symboles sabiens, le sens des 360 degrés du zodiaque, comment de cette rencontre naissent les symboles. Par un beau matin, Mark Edmund Jones conduit Mademoiselle Wheeler au parc de San Diego où il arrête sa voiture dans un endroit tranquille. Il avait avec lui un paquet de 360 fiches vierges sur lesquelles était discrètement indiqué dans le coin supérieur droit un signe, un degré du zodiaque. Bélier 1 degré, Bélier 2 degrés, Bélier 3 degrés, etc. Mark Jones mélangea consciencieusement les cartes, opération qu'il répéta tout au long de la séance avant de prendre une carte au hasard sans regarder la marque, de sorte que ni lui ni Mademoiselle Wheeler ne savaient de quel degré il s'agissait. Il demanda à la médium ce qu'elle voyait. Apparemment, une image jaillit devant ses yeux et elle la décrit à l'attention de Mark Jones, qui prit en note succinctement tout ce qu'elle disait. C'est ainsi que ce jour-là, les degrés sabiens prirent forme. Les 360 symboles furent visualisés et décrits par Elsie Wheeler en l'espace de quelques heures seulement. Dan Rudhyar nous dit: je ne suis pas sûre du nombre exact d'heures, mais si l'opération en avait demandé 4 le matin et 4 l'après-midi, cela reviendrait à dire que la médium visualisa 45 symboles par heure en moyenne, soit 1 toutes les minutes et demie. Mais ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est de parvenir avec des moyens aussi expéditifs à un ensemble de symboles dont l'examen attentif révèle une structure interne complexe et précise. Et Rudhyar ajoute, une certaine forme de conscience était sans nul doute à l'œuvre.
Alors, bien que les degrés Sabian aient été mis en place par Mark Edmund Jones et Elsie Wheeler en 1925, comme nous venons de le voir, c'est à Rudhyar que nous devons la réalisation concrète et pratique de ces degrés auxquels il a donné un véritable sens et une symbolique. Mais qu'est-ce qui a motivé finalement Rudhyar à poursuivre le travail de Mark Edmund Jones ? Pour Dan Rudhyar, les planètes symbolisent une activité du conscient et de l'inconscient, mais elles ne révèlent pas nécessairement si l'individu va en tirer la substantifique moelle, comme il aimait bien le dire. En revanche, il voyait dans les degrés Sabian une qualité archétypique, une sorte de matrice renfermant l'énergie collective et un cycle initié comme instant créateur propre à chaque entité, permettant ainsi d'accéder à une existence indépendante. C'est ainsi qu'il va l'imaginer comme un véritable mandala, et c'est ça qui donne la substantifique moelle au degré Sabian et qui en fait un véritable outil de développement personnel. Et c'est vraiment dans cette vision que Dan Rudhyar en a conçu le fonctionnement. Il y a associé non seulement la philosophie chinoise en se basant sur le Yin Shin et la psychologie jungienne. Alors, comment faut-il voir ce mandala ? Donc, je vais vous l'expliquer en deux parties. On va commencer par la philosophie du mandala et ensuite on verra que c'est un outil de développement de la personnalité. Donc, il explique que le temps est identique au Tao et que les degrés sont des sortes d'unités de temps créateur. Il représente le nombre opératoire du Tao sur Terre, c'est-à-dire le flux continu et créateur, telle une force dynamique fondamentale qui structure la réalité et les cycles de transformation. C'est ainsi que dans sa pensée, les degrés Sabian renferment un sens profond sur la nature de l'existence et la psyché humaine en permettant à chaque individu de se connecter à des archétypes universels et de comprendre les cycles de transformation personnelle. C'est de cette manière qu'il va les articuler sous la forme d'un mandala astrologique directement inspiré du Yin Shin. Et je rappelle que le Yin Shin, pour ceux qui ne savent pas, s'appelle aussi le livre des changements. Il date du 1er siècle avant notre ère et il est une sorte de compilation extraordinaire de prédictions, de présages chinois de 64 hexagrammes. Et c'est ce modèle qui va être la base finalement de toute l'interprétation des degrés Sabian. C'est ainsi que chaque degré représente différents états et étapes de transformation de la vie qui l'intègrent à l'astrologie moderne comme un cycle de mutation, ou devrais-je plutôt dire un cycle de métamorphose de la personnalité. Le zodiaque devient une authentique représentation de notre monde, le plus grand symbole d'unité. Donc le cercle zodiacal incarne la vaste communauté qui forme le genre humain et dont chaque individu est relié par un signe qui lui-même est relié à tous les autres. Grâce à cette conception, nous obtenons une figure hautement vibratoire, non seulement polarisée, masculin-féminin, dans la philosophie du yin et du yang, qui symbolise autant les forces complémentaires que leur opposition et qui vont structurer la réalité et l'évolution individuelle. Mais elle est aussi liée à un état énergétique exprimé en modèle cardinal, fixe ou mutable, et est reliée par un élément feu, terre, air ou eau. Donc le zodiaque s'inscrit non seulement dans le grand cycle de la vie, tant au niveau générationnel d'évolution de l'espèce qu'à plus petite échelle, il symbolise l'année terrestre et le cycle des saisons. Il devient ainsi un véritable mandala qu'il faut vraiment voir comme dans les traditions spirituelles bouddhistes ou hindouistes, un outil de croissance, d'hyperconscience qui va au-delà de la matérialité du plan terrestre et qui vise à une évolution spirituelle ou plus simplement comme un élément de transformation intérieure.
Et c'est ainsi qu'il va diviser le zodiaque en 2 hémicycles, chacun représentant une phase de l'expérience humaine. Donc le premier hémicycle est celui de l'individualisation, une période de développement personnel et d'émergence de la personnalité. Le second est lui plus lié à la sociabilisation et aux phases d'intégration sociale. Donc il s'agit de reconnecter avec le collectif, intégrant bien sûr les expériences personnelles vécues au sein de la société. Comme Rudhyar était très inspiré par les travaux de Jung, on pourrait également parler d'une sorte d'état d'introversion et d'extraversion. On observe ici une séparation binaire qui préfigure l'hémisphère gauche lié au masculin et l'hémisphère droit lié au féminin. Donc ces 2 hémicycles se subdivisent ensuite en 4, formant ainsi un système quaternaire qu'il nomme les 4 actes. On commence par la différenciation, qui a lieu pendant la jeunesse, une période de développement des instincts et des premières expériences qui correspond à l'individualisation et à la différenciation pour poser les bases identitaires. Et cette phase peut être comparée au printemps, une saison de renouveau, de croissance où tout commence à se former et à s'épanouir. Donc c'est un petit peu l'élan de vie qui arrive. Ensuite vient la phase de stabilisation, la période adulte, le 2e acte qui marque le renforcement de la personnalité et de l'identité individuelle avec l'émergence des rôles sociaux et des valeurs. Donc cette période est comparable à l'été, une période de plaisir et la saison des amours et de la procréation. Et puis on va passer à l'acte 3, qui pour lui est l'intégration de groupe, qui correspond à la phase de l'âge mûr, celle où la personnalité intègre ses expériences et compétences pour contribuer au développement du groupe social et à la coopération de la vie associative. Donc cette phase peut être associée à l'automne, une phase où l'on engrange pour les premières récoltes du cycle suivant. Et enfin, le 4e acte représente la capitalisation, c'est-à-dire la somme de toutes les expériences accumulées et la redistribution de cette expertise. Donc c'est aussi la limitation comparable à la gelée de l'hiver où l'on prépare la fin de sa vie et on prépare à la relève pour la prochaine génération. C'est la réalité du grand âge, de la sagesse, de la connaissance et du bilan final. Dans la vision de Rudhyar, le zodiaque est une véritable structure cyclique et transmutationnelle dynamique qui met en relation avec le développement de l'individualité, similaire aux hexagrammes du Yin Qing, et c'est ainsi qu'il va élaborer les scènes telles que des scènes de vie, des scènes d'expérimentation qui vont conditionner notre développement de la personnalité, mais aussi notre développement social. Mais alors, comment concrètement cela fonctionne-t-il en astrologie ? Nous avons vu que les degrés monomères sont matérialisés par Rudhyar sur la structuration des hexagrammes du Yin Qing afin de donner à notre zodiaque une structure cyclique et transmutationnelle dans l'astrologie. Donc c'est ainsi qu'il élabore le zodiaque comme une structure géométrique où chaque signe est divisé en 2 scènes de 15 degrés, totalisant ainsi 24 scènes qui vont refléter les différentes phases du développement de la personnalité, mais aussi, comme je vous avais expliqué, ce sont des scènes de vie, des scènes d'expérience. C'est un peu comme des étapes de conscientisation pour s'élever vers la prochaine étape de vie. Et c'est ainsi que chaque cycle astrologique se décompose en 3 phases clés. Le commencement au 1er degré du Bélier, la phase d'équilibre ou du milieu matérialisé par le 1 degré de la Balance et la fin du cycle représentée par le degré 30 des Poissons. Donc c'est une structure ternaire qui forme une triangulation qui permet d'exploiter le croissant et le décroissant, l'équilibre du cycle et l'équilibre des modes aussi. Donc ce système permet de déterminer des niveaux de conscience
au sein même de notre structure géométrique. Le premier niveau de conscience représente le niveau actionnel ou physique, qui est représenté donc, comme on l'a vu, par le bélier, symbolisé par les degrés de 1 à 5 de chaque signe, puis vient le niveau de émotionnel culturel, qui correspond au degré de 6 à 10. C'est la phase du milieu qu'on a vu qui était matérialisée par la balance, l'équilibre, et on termine par le troisième niveau, mental individuel, qui va être matérialisé du degré 11 au degré 15 et qui va symboliser la fin du cycle, donc correspondant aux 30 degrés des poissons. Ces niveaux de conscience ouvrent une approche binaire, celle qui permet de donner un véritable rythme à notre zodiaque, aussi naturellement que le jour et la nuit, chacune ayant sa propre force et son propre dynamisme, et qu'on retrouve aussi dans la réciprocité des éléments et des signes. Donc c'est une chaîne continue, créée par la succession des signes, et qui vont permettre de maintenir un équilibre entre féminin et masculin, yin et yang, sans lequel il n'y a pas de tout. Donc, c'est ainsi que chaque cycle implique une émergence initiale, mais elle est entravée par les résidus des cycles passés, symbolisant le karma. Nous aurons donc le premier degré du bélier qui va représenter le commencement, puis à 2 degrés, c'est la phase de détachement nécessaire pour surmonter ces obstacles. Au 3e degré, on arrive à la compréhension que l'individu est à la fois un élément d'un tout plus grand que lui, un microcosme du macrocosme. Et si on poursuit notre cycle, à 4 degrés, la polarisation lui permet une prise de conscience et le conduit au 5e degré, une auto-transcendance pour atteindre un niveau supérieur de conscience. Ces 5 premiers symboles degrés forment ce qu'on appelle l'alpha de tous les cycles d'évolution personnels et collectifs, et c'est le premier niveau de conscience, puis vient bêta, le 2e niveau, et le gamma, qui est le 3e niveau de conscience, formant ainsi 72 séquences qui se suivent tout au long du zodiaque. Donc, on va prendre un petit exemple. Si nous avons Jupiter à 4 degrés du bélier, il est d'abord lié à un hémicycle, soit celui de l'individualisation ou la collectivisation. Ensuite, il faut déterminer à quel acte il appartient. Différenciation, stabilisation, intégration de groupe ou capitalisation. Donc cet acte s'intègre à une scène qui correspond à un niveau de conscience, lui-même faisant partie d'une phase de cette conscience et émerge dans une séquence et à plus petite échelle, un grade symbolisé par le degré. Dans notre exemple, Jupiter se situe dans la représentation archétypique. 2 amoureux flânent sur un chemin écarté. Cette image évoque un équilibre harmonieux et une union des opposés, suggérant que la polarisation de l'énergie se manifeste par la capacité à équilibrer des aspects complémentaires de soi-même ou de ses aspirations. Dans le cas de notre Jupiter, planète de l'expansion ou de la croissance et des opportunités, à 4 degrés du bélier, cela va signifier que l'individu pourrait connaître une croissance personnelle significative en apprenant à équilibrer différentes forces ou ambitions de sa vie. Donc la polarisation de l'énergie de Jupiter à ce degré peut se manifester par une capacité à intégrer des aspects divergents de sa personnalité ou de ses objectifs qui va permettre une expansion harmonieuse et équilibrée. Donc nous sommes dans l'hémicycle de l'individualisation, donc dans la construction de la personnalité qui fait partie d'un processus de différenciation, et ce processus se situe dans le niveau de conscience de la séquence 1 correspondant à l'actionnel par le corps physique.
Mais Rudhyar considère qu'un signe est aussi lié au signe opposé dans une perspective de polarisation géométrique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une relation binaire dynamique par complémentarité, où chaque moitié du cycle reflète et complète l'autre hémisphère. Donc, le bélier vient compléter la balance représentant l'émergence et l'équilibre dans le cas où l'opposition n'est pas dans le signe opposé traditionnel, puisqu'avec le calcul de l'orbe, ça peut le mettre dans le signe d'avant ou dans le signe d'après. Cela peut entraîner un changement de polarité et une incompatibilité naturelle des éléments. Donc cette configuration crée un défi encore plus intéressant et challengeant, on va dire, qui va nous inviter à surmonter notre instinct et à interroger notre conscience pour atteindre un niveau supérieur d'élévation. Allez, je vous redonne un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, on a un soleil, par exemple, à 4 degrés du Gémeaux. La phrase archétypique, donc le degré, est symbolisée par la phrase suivante. Le ou et le gui réveillent de vieux souvenirs de Noël. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque ? La tradition et la connexion avec le passé, peut-être la nostalgie, représentant une phase où l'énergie est tournée vers la réflexion sur le passé, le souvenir des valeurs qu'on a héritées. Et puis on va placer notre Jupiter, cette fois, à 26 degrés du Scorpion. Et la phrase archétypique sera « Des Indiens dressent leur camp sur un nouveau territoire ». Ça rappelle un petit peu l'envie de nouveauté, ça aussi, d'exploration et d'adaptation à d'autres contextes. Donc, l'interprétation, c'est peut-être de s'ouvrir sur des espaces plus grands, plus amples et d'exploration de nouvelles possibilités. La complémentarité va se lire dans la cohabitation de deux énergies qui ont besoin d'être équilibrées, celle de la profondeur et de la fixité opposée à la légèreté et la curiosité qui vont permettre de faire vibrer notre soleil dans une nouvelle expérience de vie, peut-être celle d'emporter ses souvenirs sans y être forcément accroché pour s'ouvrir à d'autres horizons, d'autres opportunités. Concernant les aspects comme les trigones, qui sont normalement positifs et porteurs d'enseignement, leur véritable potentiel ne peut être réalisé que par une utilisation consciente et proactive. Cela permet d'éviter les pièges de la facilité et de la complaisance, et il est donc nécessaire d'aller chercher leur énergie. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Rudhyar souligne que l'analyse des degrés sabiens est un excellent exercice pour dépasser les contingences et parvenir à l'essentiel, et c'est tout à fait vrai. Bien sûr, l'analyse peut également être appliquée à la révolution solaire, permettant de recevoir des messages personnalisés pour votre année d'évolution de conscience. Et puis, toujours très riche d'enseignements, ces messages enrichissent la compréhension de vos transits en cours tout au long de votre vie. Donc, chaque degré renferme finalement un message précieux qui vous est destiné et va constituer une opportunité de développement personnel ancrée dans la sagesse et les enseignements du Yin Xing, le livre des changements. L'univers nous a offert un cadeau extraordinaire pour que nous puissions atteindre le meilleur de nous-mêmes et nous rapprocher un petit peu plus de notre authenticité. Ce message énergétique nous guide vers une compréhension plus profonde de l'utilisation archétypique des planètes, transformant ainsi le zodiaque en une figure géométrique dynamique. Il devient un réel lien de réception et de communication avec l'univers, nous élevant vers l'essence de nous-mêmes.